Au sommet de cette édition, le chef de l'opposition zambienne Hakainde Hichilema, inculpé ce jeudi d'incitation à l'insurrection, a été libéré sous caution. Élections législatives au Maroc, près de 16 millions d'électeurs votent ce vendredi pour élire leurs députés. Enfin, en Colombie, après le rejet de l'accord signé par la guérilla des FARC et le gouvernement, de nouvelles négociations ont commencé ce jeudi pour arriver à un nouvel accord de paix. Voilà pour le sommaire. Bonjour à toutes et à tous. En Zambie, Hakainde Hichilema, le chef de l'opposition, inculpé ce jeudi d'incitation à l'insurrection et l'organisation d'un rassemblement illégal, a été libéré sous caution. Et ceci après avoir passé une nuit en prison. L'opposant Hakainde Hichilema, qui dénonce la réélection du président Edgar Lungu, a été interpellé ce mercredi avec le vice-président de son parti, Unis pour le développement national, Geoffroy Mamba. Les deux hommes ont été inculpés ce jeudi d'incitation à l'insurrection et l'organisation d'un rassemblement illégal le 26 septembre dernier à Mpongwe. Mais après avoir passé une nuit en prison, ils ont été libérés sous caution. Leur procès doit se tenir le 19 octobre prochain. S'ils sont reconnus coupables, ils risquent jusqu'à 7 ans de prison. Comme vous le savez peut-être, nos clients, nos chefs ont été relâchés sous caution pour les charges de rassemblement non autorisé et de pratiques séditieuses. L'affaire a été ajournée au 19 octobre. Les charges de pratiques séditieuses demandent le consentement du procureur général. Son consentement n'a pas été donné. Nous attendrons ces instructions avant que cette affaire ne puisse continuer. Dans un message publié sur son compte Facebook ce jeudi matin, Hakainde Hichilema a dénoncé ses conditions d'incarcération à la prison de Luanchia, affirmant notamment avoir été privé avec Geoffroy Mamba de nourriture, d'eau et de couverture. Rappelons que lors de la présidentielle du 11 août dernier, Edgar Lungu a devancé d'à peine 100 000 voix Hakainde Hichilema, qui se présentait pour la 5e fois à la magistrature suprême. L'UNDP, entendait le Parti uni pour le développement national, a contesté la réélection du président sortant, estimant que le scrutin avait été truqué, mais ses recours ont été rejetés. Au Maroc, près de 16 millions d'électeurs votent ce vendredi pour élire 395 députés. Lors de ce scrutin, les islamistes à la tête du gouvernement de coalition depuis 5 ans tenteront de conserver la majorité face aux modernistes. Il faut dire que ces législatives s'annoncent comme un face-à-face serré entre le parti Authenticité et Modernité et les islamistes du parti Justice et Développement. Elles signent également le retour des salafistes, candidats sous diverses étiquettes dans le jeu électoral. Le vote doit prendre fin à 19h locales et le taux de participation devrait être connu dans la soirée avec les premiers résultats diffusés progressivement. Notons que 4000 observateurs, dont 92 internationaux, ont été accrédités pour ces élections. Au Zimbabwe, Joyce Mujuru fonde un parti d'opposition dans le but de remporter les élections en 2018. L'ancienne vice-présidente du Zimbabwe, exclue du parti au pouvoir ZANU-PF, a défendu ses 3 décennies au gouvernement devant un parterre d'invités. On la suit. They want a functional economy. Les jeunes veulent une économie qui fonctionne, des créations d'emplois et des services publics décents. Mugabe a répondu à ces demandes avec ses bonnes vieilles méthodes que sont l'usage de la force via les services de sécurité et la répression de l'opposition. Nous, parti du peuple du Zimbabwe d'abord, sommes un animal différent, même quand j'en faisais partie. C'est pour ça que j'ai été jeté dehors, parce que j'étais pour eux un animal différent de ce qu'ils étaient. Alors, à qui j'appartiens? Je devrais appartenir au peuple pour qui je me bats. Il y a certaines choses à travers la culture qui force votre pensée sans même que vous ne vous en rendiez compte. Parce que si vous respectez quelqu'un avec la peur au ventre, comment faire certaines choses à nos aînés? Mais quand vous découvrez que ce ne sont pas des gens respectables, qu'ils sont allés au-delà de ce qui était respectable, c'est ce que nous venons de réaliser au Zimbabwe.
Nos dirigeants menés par Mugabe ont été trop loin et ne méritent plus le respect après ce qu'ils ont montré à la nation. Par association, en tant qu'être humain, je suis responsable, mais je n'ai rien fait de ma propre main. Non, je le jure devant Dieu, je n'ai jamais fait ça. En Côte d'Ivoire, au lendemain de la présentation du projet de la nouvelle constitution, 23 partis d'opposition, dont le Front populaire ivoirien, ont appelé à son rejet. Pour l'opposition, le projet est une procédure antidémocratique. À cet effet, le porte-parole de la coalition, Morifere Bamba, invite la population à voter non. Notons que le projet sera examiné aujourd'hui en commission avant d'être adopté lundi prochain. Le texte adopté sera soumis au vote de l'ensemble des élus mardi prochain, puis à un référendum fin octobre. Allons à présent en Haïti, où la dernière évaluation du dégât causé par le passage de l'ouragan Matthew fait état d'au moins 264 morts, d'importants dégâts matériels et des sans-abri, a particulièrement été dévasté par la dépression le sud-ouest du pays. Plus de précisions à travers ce reportage. Haïti sous le choc après le passage de l'ouragan Matthew. Le bilan en perte en vies humaines évalué au départ à 108 morts, puis au moins à 264 morts, serait à un peu plus de 300 morts en croix. Le sénateur Hervé Foucan, l'un des élus du sud du pays, parti durement affecté. La situation des principales villes touchées est catastrophique, s'est alarmé le président par intérim Jocelyn Privette, les yeux tournés vers la communauté internationale. Encore très éprouvés par la gestion de l'après-catastrophe de 2010, les sinistrés, eux, préfèrent se donner la main pour surmonter à leur manière cette nouvelle épreuve. Nous n'avons pas confiance en l'aide internationale. C'est aux Haïtiens de se réunir et de nettoyer leurs maisons. Le 12 janvier 2010, ils nous ont promis des milliards. 6 ans ont passé à Port-au-Prince et rien n'a changé. Les gens vivent toujours dans les mêmes conditions. Sur place, les dégâts matériels crèvent les yeux. Les vents et les pluies ont inondé des milliers de maisons, endommagé des écoles, détruit d'importantes surfaces agricoles, des entreprises, des routes et des ponts. Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, déjà plus de 21 000 personnes ont été évacuées et 350 000 ont besoin d'assistance. Et comme redouté par les autorités et les organisations humanitaires, les inondations ont aussi entraîné une résurgence du choléra. 8 nouveaux cas ont déjà été recensés. Dès mercredi, l'armée américaine notamment a envoyé des équipements, en particulier aériens, pour aider dans les zones les plus touchées. Les conséquences du passage de l'ouragan Matthew seraient aussi d'ordre politique. Il aura induit un nouveau report des élections prévues dimanche, notamment le scrutin présidentiel. Pour ces efforts déterminés en vue de mettre fin à la guerre civile qu'a connue la Colombie pendant plus de 50 ans et qui a provoqué le déplacement de près de 6 millions de personnes, le président Juan Manuel Santos a reçu ce vendredi le Nobel de la paix. En décernant le prix de la paix cette année au président Juan Manuel Santos, le comité Nobel norvégien souhaite encourager tous ceux qui s'efforcent de parvenir à la paix, la réconciliation et la justice en Colombie. Le président lui-même a été très clair ce dimanche pour dire qu'il poursuivra son travail pour la paix jusqu'au tout dernier jour de son mandat. Le comité espère que le prix de la paix lui donnera la force de réussir cette tâche exigeante. Rappelons que les Colombiens ont majoritairement rejeté par référendum l'accord de paix avec la guérilla des FARC, le jugeant trop favorable pour les guérillos. En Colombie, des représentants du gouvernement et de l'opposition ont entamé des pourparlers ce jeudi pour aboutir à un nouvel accord de paix, et ce, après le rejet de l'accord signé par la guérilla des FARC et le gouvernement de Juan Manuel Santos. Les détails. Rencontre entre les porte-paroles du gouvernement colombien et les délégués de l'opposition dirigés par l'ancien président Álvaro Uribe, farouchement opposés à la signature de l'accord avec les FARC. À l'issue de ces premiers échanges, le camp du président Juan Manuel Santos s'est dit satisfait. Cette réunion commence du pied droit, avec une ambiance cordiale et par-dessus tout, je souhaite remercier le président Pastrana qui a dédié toute sa vie à la quête de la paix et l'a confirmé en cette occasion. À l'occasion, les représentants de l'opposition ont soumis aux émissaires gouvernementaux des documents qui nécessitent des ajustements et des révisions.
Je veux dire clairement que le document de base de ce travail sera le document de La Havane, que nous n'allons pas le jeter, contrairement à ce que certains disent ou pensent. Après 7 ans de travail du gouvernement, au contraire, nous allons construire sur ce qui a été construit. Ce document de La Havane a de bonnes choses, des choses que nous pouvons corriger et des choses que nous voudrons probablement changer. Mais nous allons nous soumettre à ce document, à cette base. Ces négociations sont censées permettre de trouver un consensus en vue de parvenir à un accord de paix. Les deux parties se sont déjà mises d'accord sur la méthodologie régissant ces réunions et ont fixé une nouvelle réunion pour lundi prochain. Après sa désignation soutenue à l'unanimité ce jeudi par le Conseil de sécurité des Nations Unies, Antonio Guterres, prochain secrétaire général de l'ONU, exprime sa gratitude et son humilité. Il a formé le vœu que sa désignation soit symbolique d'une capacité du Conseil de sécurité qui a agir dans l'unité et le consensus. C'était lors d'une déclaration faite à la presse ce jeudi à Lisbonne. On le suit. Pour décrire ce que je ressens en ce moment, 2 mots suffisent, gratitude et humilité. La gratitude d'abord pour tous les membres du Conseil de sécurité pour leur confiance, mais aussi à l'Assemblée générale et à tous les États membres pour avoir décidé dans un processus transparent, ouvert et exemplaire. J'ai été ému de voir le Conseil de sécurité capable de prendre une décision dans l'unité et le consensus, de décider rapidement, et j'espère que cela représente un moment symbolique. L'humilité face aux problèmes dramatiques du monde d'aujourd'hui est l'humilité nécessaire pour servir et servir en particulier ceux qui sont les plus vulnérables, les victimes de conflits, du terrorisme, les victimes des violations des droits, les victimes de la pauvreté et les injustices de ce monde. Et c'est la fin de cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi.